On va accueillir aussi Cathy Canet aussi pour la modération de cette session, puisque c'est un regard croisé chirurgien Alors, réfractif. nous sommes sur la présentation de l'implant Vivinex Ah oui, pardon, on n'a pas terminé, excusez-moi. par Loïc Pinsard. À vous, Loïc. Donc, bonjour à tous, merci Clémence pour chez les rétinopathes. Oui. Oui, comme on est dans une session de rétine, je vais vous parler de la chirurgie de la cataracte. Donc, ce qui est intéressant pour tester la stabilité d'un implant, c'est que la chirurgie rétinienne, entre les indentations, la bulle de gaz en arrière de l'implant permet de tester la stabilité. C'est un véritable crash test fluidique. Donc, vous voyez ici l'implant Vivinex, qui est mon partenaire dans les chirurgies combinées dorénavant, et même parfois toriques. Alors, le cahier des charges, quand on est rétinologue et qu'on opère une cataracte, on doit avoir un implant parfaitement transparent, à la fois pour le patient, pour avoir la meilleure visualisation, l'implant le plus cristallin, et pour le chirurgien, pour avoir un meilleur accès au fond d'œil. Alors, ça compte les bordures, des zones optiques plutôt larges, la prévention de la PCO. Alors là, on choisit plutôt le matériau. Et éviter les opacifications de l'implant dans le temps. Ensuite, l'implant doit être stable. Alors, parce que dans le cadre des chirurgies combinées, on va mettre du gaz derrière, on va indenter, et d'autant plus si c'est un implant torique. Et enfin, on a vu la gestion de la fac avec l'implant Carle-Vallée, mais le meilleur traitement, c'est la prévention, éviter les luxations tardives. Et ça dépend aussi de la géométrie de l'implant. Alors, clarté optique pour le patient. Les guidelines pour la chirurgie de cataracte en cas de pathologie rétinienne, c'est s'il y a une pathologie maculaire, on doit privilégier une optique monofocale de haute qualité avec une transparence durable et éviter les implants qui réduisent le contraste. Quand on a une maculopathie, on a une perte des contrastes. On doit choisir la meilleure qualité optique. Et les implants qui maximisent les contrastes, même à faible luminance, ce sont les implants asphériques. Il y a une méta-analyse, 43 études, 2 milieux asphériques contre 2 milieux sphériques. On constate que les meilleurs contrastes sont les implants asphériques. La transparence sur le long terme, on évite les matériaux. Alors vous connaissez bien sûr, alors déjà dans les implants hydrophiles, en cas de bulle d'air devant ou derrière, on a un risque d'opacification de l'implant à distance. On l'a constaté même dans l'implant Carle-Vallée. Et ensuite, on choisira plutôt des acryliques hydrophobes avec un faible glistening. On voit ici des études in vitro des différents types d'implants. À gauche, le glistening, ce sont l'apparition de microvacuoles qui peuvent être mesurées. Une étude de 2021 teste plusieurs implants. Et vous voyez que les implants en haut ont moins de glistening et une meilleure transparence, meilleur contraste. Et à droite, pareil, des tests in vitro où on teste le surface age, c'est votre capacité de voir l'implant à la lampe à fente. Et on choisira les implants ici. Donc c'est l'implant A, B et F qui sont les implants quasiment invisibles pour le patient notamment. Alors, on a les différentes selon les marques de laboratoire. Alors ensuite, la transparence pour l'ophtalmo. On sait que parfois, quand on a un phimosis du sac, des bordures un peu épaisses, on peut avoir du mal à accéder au fond d'œil. Et c'est important chez le pseudophaque, puisqu'on peut parfois avoir du mal à détecter des petites déchirures multiples. Et lorsqu'on va vouloir réaliser le laser, on peut être gêné par le phimosis du sac ou les bords de l'implant. Et là, je vais vous montrer un patient à gauche qui a une rétinopathie diabétique à gauche, avec un implant avec une optique de 5,5 et vous voyez une petite marche sur les bords. Et à droite, un implant Vivinex avec une optique 6 mm de large. Et quand on veut réaliser une rétinopexie transpupillaire ou une panphotocoagulation rétinienne, ici un patient diabétique, vous voyez qu'à droite, alors c'est son œil droit, donc à gauche, vous voyez qu'il y a une corne en fait qui n'a pas été traitée par la PPR, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu accéder à toute la rétine périphérique et une rétinopathie diabétique active. Et à droite, vous avez un patient qui avait l'optique de 6 mm et un meilleur accès pour la rétinopexie transpupillaire. Et enfin, éviter le risque de luxation postérieure sur le long terme. Alors, pour le patient myope fort notamment, il y a des études, une étude publiée pour 70 000 lieux sur 20 ans dans le British Journal en 2020. On constate le premier facteur de chute de l'implant à distance, c'est la longueur axiale, mais aussi le matériau de l'implant. Alors, quand l'implant tombe avec le sac, souvent ce sont des implants hydrophiles et quadripodes, c'est les premiers facteurs de risque. Et quand l'implant tombe en dehors du sac, en général, c'est des études des yeux de 20 ans, il y a encore des implants en silicone ou des implants hydrophiles. L'implant qui serait protecteur pour la chute du sac et de l'implant à long terme chez le myope fort, c'est le 3 pièces hydrophobe.
Et enfin, dans le cadre de l'implantation torique, ça arrive de vous opérer une rétine et de mettre un implant torique, ben, on doit avoir un implant parfaitement stable puisque la rotation de l'implant va entraîner des aberrations sphériques qui vont réduire le contraste et aggraver la sensibilité du maculopathe. Gestion du risque rotationnel, les études sont unanimes en 2017, 2022 dans des journaux de grande lecture. On sait que les implants hydrophobes C-loop avec une taille de Rexis 5 et 5,8 permet de réduire au maximum le risque de rotation de l'implant. Et l'intérêt du Vivinex, quand on l'analyse, même au microscope, quand on le pose, on voit qu'il y a un aspect sur les aptiques, une rugosité, je ne sais pas si vous voyez ici, et qui va prendre un effet scratch sur la capsule et l'implant est parfaitement stable. Alors, il y a eu plusieurs études, et là j'en ai mis 5, dont une dans British Journal, American Journal, même PLOS ONE, et on voit que la rotation moyenne de Vivinex, c'est 1,5 degrés entre la pose et 6 mois post-opératoire. Il est comparé à d'autres types d'implants, on voit que c'est celui qui bouge quasiment pas, donc rotation inférieure à 5 degrés dans le temps. Voilà, ici une chirurgie combinée. Alors, je fais ma propre anesthésie loco-régionale pour que le calisto pour que l'anesthésiste ne m'abîme pas la reconnaissance vasculaire. Et ensuite, vous voyez, j'ai pas fait d'hydrosuture. En fait, l'implant est parfaitement stable et on peut mettre l'axe. On peut choisir l'axe. Vous voyez, il n'y a pas d'hydrosuture, l'implant est parfaitement stable. Et l'anesthésie est efficace d'emblée. Et on peut mettre notre quart et l'implant ne bouge pas du tout. Donc on a une parfaite stabilité. Alors voilà, un autre type de chirurgie, on voit que l'implant, pareil, sans hydrosuture. Alors le problème de l'hydrosuture en chirurgie combinée, c'est que ça va en donner une mauvaise visibilité cornéenne. Là, j'ai indenté, j'ai mis une bulle d'air et je peux enlever. Voilà, l'implant ne bouge pas du tout. Pas besoin d'utiliser d'artifice comme certains mettent du myostat en chambre antérieure ou une bulle d'air pour stabiliser l'implant. Avec cet implant, j'ai pas de problème. Donc on réduit le risque de tilt et de décentrement. Une bonne adhésivité au sac qui permet une étanchéité. Et puis surtout, c'est un implant qui s'injecte en 2 mm, voire 2,2. C'est-à-dire que si vous opérez en 2,2 et que vous forcez sur vos berges avec un implant, après, il faut faire une grosse hydrosuture, vous perdez en transparence et même si ça fuit, vous perdez en stabilité de l'implant. Donc l'avantage, c'est de passer avec un injecteur très fin et de ne pas abîmer ou de ne pas stretcher votre incision. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, on en a parlé, mais c'est important de le préciser aussi. Toi, avec ces implants comme ça, monobloc, dans les échanges, quand tu mets du gaz, il n'y a aucun déplacement de l'implant en fin de chirurgie? Non, il ne bouge pas. Alors, c'est soit lié à la géométrie de l'implant, peut-être aussi à l'étanchéité de la suture. Je pense que c'est et l'étanchéité de la suture, elle est liée au fait que je ne l'ai pas traumatisé au moment de l'injection. Et tu n'as aucun problème à mettre des toriques sur un trou maculaire, sur une chirurgie combinée trou maculaire? Non, pas du tout. Peut-être même que la bulle de gaz me plaque la capsule sur l'implant et qu'il va encore moins bouger. Pas. Puisque certains mettent des bulles de gaz, des chirurgiens réfractifs mettent des bulles de gaz, une bulle d'air filtrée en fin de chirurgie pour plaquer les implants toriques. Bon, là, c'est un peu pareil, sauf que la bulle est derrière l'implant. Et ta stratégie pour éviter la capture de l'optique par le rexis antérieur ou l'iris après chirurgie combinant avec du gaz? Bon, normalement, dans les implants monoblocs, on a déjà un vaulting, c'est-à-dire que l'optique est en arrière des aptiques. Donc déjà le vaulting. Ensuite, si l'incision ne fuit pas, il n'y a aucune raison que la chambre antérieure s'affaisse, il ne bouge pas. Et après, certains mettent du myostat ou des bulles d'air, mais là j'en ai pas besoin. Et un dernier petit truc, c'est de mettre l'implant, alors si c'est un implant monobloc, de le mettre en midi 6 heures. Si vous mettez votre implant 3h, 9h, il peut tilter avec la bulle d'air qui appuie un peu plus en haut qu'en bas. Alors que si vous mettez comme ça, l'aptique le tient et là, c'est sûr qu'il ne pourra pas passer devant l'iris. Il y a même du rexis non, le rexis, j'ai pas. Ouais. Et est-ce que chez les patients qui ont le VVT, tu as des patients qui te rapportent des espèces d'effets œillères les premières semaines? C'est assez connu sur les bords carrés et quand tu mets pas les aptiques en vertical sur les chirurgies cataractes standards, ils voient sur le côté une barre noire qui disparaît en quelques semaines et qui pour le coup disparaît dans 100% des cas. En fait, c'est un implant très très fin. C'est pour ça qu'il passe par une petite incision et c'est lié en fait à son fort pouvoir réfractif. Et c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de réflexion sur le bord de l'implant et en fait, ce qu'il voit, c'est l'ombre de l'iris au début et ensuite ça disparaît, il s'habitue. Est-ce que vous avez des questions? Oui.
J'insiste, il faut coudre. Il faut coudre l'incision principale de la cataracte pour éviter, s'il faut indenter que la chambre intérieure se vide, il faut coudre les sclérotomies pour éviter l'hypotonie post-chirurgicale. Ce sont 5 minutes plus de chirurgie, mais on se Surtout si la, rassure qu'il n'y a pas de complications. Et il faut mettre l'implant vertical, toujours. Oui, oui, c'est ça. Toujours pour éviter le tilt de la... Et vous enlevez le point à la fin de la chirurgie ou vous le laissez? Non, un mois après, dans la visite du mois. Non, ce sont 5 minutes, ou 1 minute dans la consultation. Mais il faut si vous avez besoin de faire des manœuvres d'indentation sclérale, peut-être, pendant la chirurgie. Oui. En dehors de cette situation. Oui, parce que... Systématiquement. Oui. Non, on peut voir la périphérie sous l'air, non? En faisant l'air, mais s'il y a une déchirure intraopératoire, il faut indenter, et donc, pour éviter ça. Un point sur l'incision de la chirurgie combinée, d'accord? Il n'y a pas de problème de mettre un implant torique avec même un décollement de rétine. Merci beaucoup. Merci Loïc. On accueille Vincent Pierre Kahn,